Aujourd'hui est commémorée la Journée internationale de la créativité et de l'innovation. Alors, nous avons une pensée spéciale à l'endroit de tous ceux qui sont dans l'innovation et qui sont dans la créativité. Tous ces innovateurs de Burkina Faso, nous vous passons le bonjour et merci à vous de votre fidélité à cette émission. Alors, bonjour à tout le monde hein, et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Rappelons que nous sommes le 21 avril 2022. Aujourd'hui et cette semaine, vous savez, nous nous intéressons au musée de l'eau. Donc, le musée de l'eau qui s'est déplacé aujourd'hui dans le village de Kwada, plus précisément dans le quartier Moutili. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre un témoignage en début d'émission qui va nous amener à rechercher les points d'eau. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambou que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité est un jeune qui intervient dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il est donc responsable notamment de l'entreprise ODG Design et par ailleurs membre de l'association AJAD, l'association Jeunesse Active Diligente. Et cette association à une activité. Il s'agit notamment de la soirée de gala des entrepreneurs. Nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. C'est jeudi et vous avez rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous parlons des fake news ou encore fausses informations. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être avec nous. Nous partons tout de suite et maintenant à Moutilé. Et cette semaine, nous vous faisons découvrir un musée atypique. Il s'agit notamment du musée de l'eau qui est situé donc à Moutili. Il faut rappeler que ce musée a une histoire. Ce musée a été donc fondé en 2005. En 2005, auparavant, dans un petit espace, notamment dans le quartier Samba. Et le promoteur, il faut le rappeler, c'est Monsieur Alassane Samoura. Et créé dans un petit espace à Samba en 2005, le musée va se déporter ensuite à Lumbila. À Lumbila, le musée va encore rencontrer des difficultés et aujourd'hui le musée de l'eau se situe du moins à Moutili, c'est donc dans le village de Kwada, à quelques trentaines de kilomètres donc de Ouagadougou et c'est un musée à ciel ouvert. Le musée de l'eau vous permet donc de découvrir tout ce qui est en lien avec l'eau, l'aspect matériel, donc l'aspect qu'on peut toucher, l'aspect palpable et l'aspect immatériel parce que si vous visitez le musée de l'eau, vous aurez l'histoire et puis bien sûr les légendes, les contes, les proverbes, les chants en lien donc avec le musée de l'eau et en lien avec l'eau en général. Et puis on vous invite tout simplement à aller visiter le musée de l'eau parce que dans ce musée, vous pouvez apprendre à rechercher les points d'eau. Pas question de se mettre à creuser à n'importe quel espace pour vos fontaines, vos forages ou vos puits. Il faut tout simplement aller apprendre comment rechercher un point d'eau avant donc de creuser. Il s'agit notamment de l'exercice qu'on appelle bien donc la recherche de l'eau par le sourcier. Et puis aujourd'hui, nous allons vous inviter à suivre un témoignage donc de Monsieur Édouard Samoura. Il est guide au niveau du musée de l'eau. C'est un témoignage, mais également un apprentissage, puisque pendant qu'il nous parle, il nous démontre comment on peut rechercher les points d'eau à travers donc différents objets. Mais pour aujourd'hui, il nous parle donc de trois objets principaux avec lesquels on peut rechercher l'eau. Suivons le témoignage de Monsieur Samoura, qui est guide au niveau donc du musée de l'eau. Vous tirez juste sur le côté, vous avancez tout doucement. Vous ne vous laissez pas. Est-ce que la position de ses mains sont bonnes? Oui, oui, c'est bon. Il faut bien fermer le point. Voilà. Tout doucement. Que je me présente, Éloi Samoura, je suis guide au niveau du musée de l'eau. Ici, nous sommes sur les techniques de recherche de l'eau. Et au niveau du musée, nous avons développé une dizaine de techniques de recherche de l'eau. Et ce que je tiens là, c'est ce qu'on appelle le bâton du sourcier. Sourcier, c'est celui qui va à la source, différent de sorcier. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qu'on appelle dans la langue morée l'arbre du gaaka, ou le noisetier en français. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Voilà, généralement, c'est toujours mieux à l'état frais. Vous le coupez sous la forme de la lettre Y. Et puis vous le tenez comme ceci, comme je le tiens comme ça. Vous fermez le point. Et puis vous tirez sur les côtés, vous avancez tout doucement sur votre terrain pour rechercher de l'eau.
Voilà. Donc au fur et à mesure que vous avancez, vous tirez sur les côtés et puis vous avancez. Ouais. Là, par exemple, je sens que ça me tire vers le bas. Ça veut dire que je suis sur une bonne nappe phréatique. Il y a une présence d'eau dans la zone. Voilà. Ça veut dire que si on creuse un puits, on aperçoit. Voilà. Donc il y a des légères vibrations. Et plus la nappe phréatique est conséquente, plus les vibrations s'intensifient. Voilà. Et une fois que je ressors de la nappe, je vais sentir que les vibrations vont diminuer et le bâton va revenir à sa position normale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, le bâton est revenu à sa position normale. Donc, c'est un peu ça l'exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle le bâton de sourcier. Nous avons d'autres méthodes de recherche de l'eau que nous essayons de développer ici, les savoirs, ce qu'on appelle les savoirs endogènes. Nous avons le pendule, ce qu'on appelle le pendule. C'est un simple écrou que nous avons pris, nous avons attaché une ficelle et puis voilà, ça nous permet de chercher de l'eau. Et le principe est le suivant, vous le balancez et puis vous gardez votre main intacte. Vous gardez la main intacte et puis vous vous promenez aussi. Vous avancez. Voilà. S'il y a une chose qu'on remarque au niveau du pendule, c'est que le mouvement est toujours le même. Il n'y a pas d'accélération ni de décélération. Donc, si vous sentez que le mouvement est toujours le même, c'est que vous êtes déjà sur une bonne voie. Comment savoir si nous sommes sur une nappe phréatique avec le pendule? Le pendule, une fois que vous êtes sur la nappe phréatique, vous allez sentir des picotements au niveau de la main. Voilà, si vous avez les picotements au niveau de la main, vous l'arrêtez et puis vous le rebalancez encore. Et vous le rebalancez. L'avantage avec le pendule, c'est qu'il vous donne à peu près la distance à laquelle vous devez creuser pour avoir de l'eau. Donc un va-et-vient, ça fait 1 mètre, 2 va-et-vient, 2 mètres, ainsi de suite. Donc arrivé à 30-35 mètres, si vous sentez encore des picotements, vous l'arrêtez, vous le rebalancez. Quand vous le rebalancez, entre 35 et 40 mètres encore, vous allez sentir des picotements. Donc ça veut dire que dans cet intervalle de 35 à 40-45 mètres, vous avez de l'eau. Et si vous creusez, vous allez trouver effectivement de l'eau à cette distance-là. Voilà, donc c'est l'avantage du pendule. Donc il y a le système de va-et-vient. Il y a aussi le système oscillatoire. Voilà, vous pouvez aussi utiliser la méthode oscillatoire aussi pour chercher, c'est la même chose. Voilà. Donc nous avons développé une dizaine de techniques qui permettent de chercher de l'eau, qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut chercher de l'eau parce qu'il y a un magnétisme qui est là. Chaque homme est constitué à minimum 70% d'eau. Donc il y a une relation entre l'homme et l'eau. Donc forcément tout le monde peut trouver de l'eau. Un pas en avant. Oui. Ça commence à descendre encore. Un pas en avant. Truc là où. Cette zone là. Amène ça aussi. Un pas en avant, c'est bon. Tire maintenant, tu vas voir que ça va, c'est vrai ce que ça va te faire. Tu vois maintenant?
Alors, vous pouvez faire comme Lazare qui était avec nous, qui nous a d'ailleurs conduit au niveau du musée de l'eau, apprendre à rechercher donc justement ces points d'eau à travers le bâton du sourcier, à travers aussi d'autres méthodes. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs le guide de ce jour. Il s'agit notamment de Monsieur Edouard Samora, qui est guide au niveau du musée de l'eau, donc à Moutili maintenant. Hein. Le musée est situé à Moutili, dans le village de Kwada. Nous disons merci d'ailleurs au guide et merci à toute l'équipe technique qui était sur place pour justement nous ramener les images et les témoignages du musée de l'eau de Moutili. Nous poursuivons avec cette émission et là nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Bébé Kodjo Kambo pour la revue de presse. Un beau clip hein, pour rendre hommage à toutes les mamans, c'est important. Et puis, nous aussi, on s'aligne hein, derrière cet artiste pour rendre hommage à toutes les mères. C'est très important. Ce sont ces personnes qui ne vous abandonnent jamais, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie. Vous pouvez retourner toujours les voir. Et puis, bien sûr, elles s'inquiètent toujours. Même si vous vous dites majeures et vaccinées, elles sont toujours là. Pour la suite de cette émission, nous allons passer en revue. Donc, les journaux, c'est dans la revue de presse. Et nous recevons aujourd'hui Bébé Kodjo Kambo pour la revue de presse. Bonjour à toi. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui suivent Bonjour les Faso en ce moment. Merci à toi Kambo. Merci. Plusieurs sujets, hein, nous allons en parler tout à l'heure. Hier c'était mercredi, donc on reviendra sur les grandes décisions du Conseil des ministres. On parlera aussi donc de cette affaire de contrebande de carburant, parce qu'il y a également d'autres personnes qui ont été accusées. Encore dans cette affaire, et nous irons en Côte d'Ivoire et nous parlerons pour finir de la Fédération burkinabé de football. Alors Kambo, mais avant, on découvre les différentes unes. C'est bien cela, Abzeta, et nous débutons par la une de l'Observateur Palga. Okay. À la une de l'Observateur Palga ce matin, l'on apprend pénurie d'essence, nos dépôts sont suffisamment ravitaillés pour faire face à la demande. C'est le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall, qui le dit. Ali Douedraogo, Rock, je n'en finis pas de faire ses éloges. Lutte contre le terrorisme, le point focal de la Chine plaide pour le Burkina. Conseil des ministres, de nouveaux DG pour l'ONEA et la Sonabel. Voilà ce que nous apprend la une de l'Observateur Palga ce matin. Le pays, pour sa part, nous apprend ceci, et notamment dans la rubrique Révélation. ALT, le député Jean-Hubert Bazier, président de la composante parti politique. Mois de Ramadan, l'aumône expiatoire du jeûne. Ag Ibrahim Mohamed, DG du FAP, donc pour parler du Fonds d'appui à la presse privée. Aujourd'hui, les médias privés traversent une période difficile. Prière pour le retour de la paix au Burkina, c'est qu'en pensent des leaders religieux et coutumiers. Conseil des ministres, la 16e édition du CIAO, prévue du 28 octobre au 6 novembre 2022. Et nous passons à présent à la une du quotidien Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, nous apprend ceci. Gouvernement Hachi 2 en Côte d'Ivoire, un mammouth dégraissé pour un travail éléphantesque. Conseil des ministres, DGI, Daouda Kirakoya, Sonabel, Daniel Sermé, Onea Gilbert Bassolé, RTB Rabanki Zida, Minefid, révision du taux salarial du personnel diplomatique d'Abu Dhabi et Malabo. Opération nettoyage des écuries pourries au Niger, l'exemple par les hauts avec le ministre Mahamadou Zada. Stratégie de lutte contre le terrorisme, la task force présente le draft aux parlementaires. Inondation à la mine de Percoa, tout est mis en œuvre pour sauver les 8 mineurs piégés. Affaire contrebande d'hydrocarbures, 6 gabelous et un pandore déposés à la Mako. Allégation d'exaction à Moura, l'ONU regrette de ne toujours pas avoir accès au site. Et c'est à présent la une du journal Le Quotidien qui nous accueille. Et l'on apprend ceci sur cette une. Adama Bayala, à propos des contrôles des prix dans les boutiques, 69% des commerces n'ont pas fait l'objet de contrôles depuis plus d'1 an. Groupe du Burkina pour les éliminatoires de la CAN 2023, les réactions d'acteurs et observateurs du football burkinabé. Compte rendu du Conseil des ministres, c'est-à-dire à la page 13 du quotidien. Lutte contre le grand banditisme, des présumés malfrats dans les filets de la police. Aruna Diko, à propos de la mise en place des comités locaux de dialogue pour la paix,
Un militaire doit d'abord se mettre en position de force pour envisager le dialogue avec son ennemi. Et pour terminer avec les quotidiens privés, nous allons partir du côté de Bourg-du-Lasso pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. Et sur cette une à l'affiche, c'est Maître Toussaint Abel Coulibaly qui est à l'honneur. Et il déclare ceci: les gouvernements négocient bel et bien avec les terroristes. Dans la rubrique Autant les dit de l'Express du Faso, on apprend pénurie artificielle et trafic de carburant sévit vigoureusement. On parle de pénurie artificielle. Université Nazi Boni de Bobo, le mandarin pour renforcer la coopération avec la Chine. Rumeur sur une pénurie de carburant, le gouvernement dispose des stocks suffisants. Éliminatoire Cannes 2023, le groupe B est très équilibré. C'est selon Moussa Ramdé, journaliste sportif. Des hommes détenus à la Mako pour trafic de carburant, j'ai pitié pour ce pays. Et nous terminons par la une du quotidien d'État citoyen. Et l'on lit ceci: lutte contre le terrorisme, la task force présente sa stratégie aux députés. Au coin du palais, c'est une rubrique, des membres de CUNET à la barre, il flatte une fillette et enlève son bracelet en argent. Dans la rubrique L'autre regard des citoyens, on apprend Tchad, des défis à relever. Et à l'affiche ce matin des citoyens, personnes bloquées sur la mine de Percoa, des secouristes sont à pied d'œuvre. C'est selon Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement. Voilà, vous êtes à ce que nous apprenez la une des différents quotidiens que nous avons sous la main ce matin. Merci à toi, Kambou. Et nous revenons sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, on s'intéresse au point, donc, après le Conseil des ministres d'hier. Et puis, bien sûr, le gouvernement rassure toujours en ce qui concerne la disponibilité du carburant. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. C'est le moins que l'on puisse dire, Abzeta. Après la SONABI, la nationale des hydrocarbures, c'est le gouvernement qui rassure à son tour sur la disponibilité donc, du carburant. Et vous avez entendu plusieurs journaux qui ont cité ce matin le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, qui dit que les stocks sont suffisants pour pouvoir assurer le besoin national donc en carburant. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce sont juste des simples rumeurs selon ce que dit donc le gouvernement. Le porte-parole Lionel Bilgo également est revenu là-dessus et il allait un peu plus loin pour parler même des spéculations, des rumeurs, dénoncer d'abord les rumeurs mais aussi les spéculations parce que selon ce que dit le gouvernement, ce sont ces spéculations qui ont vidé un peu les stocks des stations-service, ce qui a fait qu'à un moment donné, effectivement, on ne trouvait pas de carburant dans plusieurs stations-service, donc dans la ville de Ouagadougou notamment, parce que ce sont les rumeurs sur la rupture des stocks à la Sonabi qui ont amené des gens à se ruer vers les stations-service pour pouvoir acheter de l'essence avec des bidons de 20, 30, 25 litres pour pouvoir les stocker et puis faire de la spéculation donc, après. Donc c'est ce qui a conduit au fait que certaines stations ont vu donc les stocks vidés et n'avaient plus donc d'essence. Voilà. Sinon, il n'y a pas de rupture de stock au niveau de la Sonabi, donc selon ce que dit le gouvernement. Donc ce sont des pratiques que le gouvernement a appelé donc à dénoncer. Voilà, parce que effectivement, dans la soirée d'avant-hier, on a constaté ce phénomène. C'était en tout cas de longues files à presque toutes les stations-service qui avaient toujours du carburant. Donc, on voyait ces gens également qui venaient avec des bidons de 20 litres, 30 litres pour s'approvisionner en carburant, histoire donc de pouvoir revendre cher après. Et dans la nuit, effectivement, on a vu dans certains abords des voies, des gens avec des bidons de 20 litres. Voilà, et ils vendaient de l'essence en détail dans des lieux donc inappropriés. Donc c'est cette mentalité que le ministre Lionel Bilgo a appelé à combattre et à dénoncer parce que c'est ce qui cause en fait le problème. Voilà. Sinon le problème ce n'est pas une rupture de stock au niveau donc de la Sonabi. Et par la même occasion, il faut rappeler que le gouvernement a pris un arrêté conjoint, j'allais dire les ministères du commerce et de l'économie ont pris un arrêté conjoint pour préciser un peu les prix du carburant, un peu en fonction des localités sur toute l'étendue du territoire national. Alors, chaque localité donc a son prix. Et, par exemple, à Bingo,
où se trouve le siège même de la Sonabi, le litre, par exemple, du Super 91 coûte 610 francs. Voilà. Mais comme prix un peu maximum sur toute l'étendue du territoire burkinabé, on se retrouve à 643 francs CFA par endroit. Donc pour le Super 91, l'arrêté conjoint signé par les deux ministères précise donc que les prix du Super 91 vont du litre, le prix du litre va de 610 à 643 francs. Donc, en fonction de la localité dans laquelle on se trouve. Et pour les gasoils, par exemple, le prix du litre va de 640 à 573 francs. C'est ce que précise donc l'arrêté. Les prix sont tellement détaillés en fonction des localités qu'il est difficile de donner tous les prix en fonction donc de toutes ces localités donc, qui sont précisées donc, dans l'arrêté. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, le gouvernement est revenu également sur l'incident survenu à la mine d'or de Perquois. Donc, c'est dans la province du Sanguier, région du centre-ouest. Donc, des inondations qui ont fait que 8 mineurs, donc 8 travailleurs de la mine, se sont trouvés piégés sous la mine. Et de ces 8 personnes, il y a 2 expatriés et 6 burkinabés. Donc les expatriés, c'est notamment un Zambien et un Tanzanien. Donc le gouvernement a tenu à préciser que des pompiers partis de Koudougou, les équipes techniques du ministère et aussi de la mine sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc secourir ces 8 personnes qui se trouvent piégées sous la mine. Et nous espérons une issue heureuse donc pour ces personnes. Voilà. À côté de cela, il y a aussi des nominations, notamment de nouveaux responsables d'institutions et notamment des sociétés d'État. Et par exemple, à la direction générale des impôts, on a eu un nouveau DG du nom de Daouda Kirakwaya. À la Sonabel également, il y a eu un nouveau directeur général du nom de Daniel Sermé. Pareil à l'ONEA, où c'est désormais Gilbert Bassolé qui est le directeur général. Et à la RTB, par exemple, où c'est M. Rabanki Zida qui devient le nouveau directeur donc, général à ce niveau. Voilà un peu ce qu'on peut dire de façon ramassée. Et du Conseil des ministres qui a eu lieu donc hier. C'est difficile de faire les points complets sur votre plateau à Vieta, sinon on risque d'épuiser tout le temps. Merci en tout cas pour ces grandes lignes, Kambou. On parlait tantôt donc de carburant et là on s'intéresse à cette affaire contrebande de carburant. Encore des accusés déposés à la MACO. Oui, c'est ce qu'on peut dire après donc la condamnation d'une première vague d'accusés qui était composée notamment des contrebandiers eux-mêmes, donc les commerçants, ceux qui faisaient le trafic. C'était le 21 décembre dernier, c'était des peines de prison et des peines d'amende qui allaient jusqu'à 9 milliards de francs CFA. Donc, ça c'est pour ce qui concerne les condamnations de la première vague. Il y a une deuxième vague d'accusés, donc il reste à juger. Et c'est notamment 14 personnes qui sont des complices, voilà, des complices donc de ces contrebandiers. Et c'est dans ce lot-là qu'on retrouve des hommes détenus. Des hommes détenus, on parle notamment, par exemple, les personnes qui sont déposées à la MACO, puisque de ces 14 personnes, 7 personnes sont déposées à la MACO. On parle de 5 douaniers, un gendarme et un commerçant. Mais les autres vont comparaître quand les audiences donc, vont commencer. C'est-à-dire les 7 autres vont comparaître lorsque les audiences vont commencer. Mais pour les 7 personnes, on a jugé que on doit les maintenir à la MACO en attendant donc, la programmation du procès. Donc, de ces 7, 5 douaniers, un gendarme et un commerçant, comme je l'ai précisé. Alors, ces hommes détenus, par exemple, ont servi à Fada, à Tenkodogo et à Nadiagou. Donc, c'est un peu le circuit de ce trafic illicite donc, de carburant qui se menait notamment dans la zone de l'Est et du centre-Est du Burkina. Donc, voilà ce qu'on peut dire également à ce niveau. Ce dossier est entre les mains du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions économiques donc, et de corruption, donc qui est basé au tribunal de grande instance. Voilà un peu ce qu'on peut dire. D'accord. Merci à toi, Kambou. Merci bien. Pour ces informations. Et cette fois-ci, nous partons direction la Côte d'Ivoire. L'exécutif de nouveau en place et au complet, on pourrait le dire.
Oui, on peut le dire ainsi, l'exécutif de nouveau en place est au grand complet. J'ai dit au grand complet parce que depuis 2 ans maintenant, l'exécutif en Côte d'Ivoire n'a jamais été au grand complet parce qu'il y a le poste de vice-président qui était vacant, puisque le vice-président, c'est le second du président, donc qui fait partie aussi de l'exécutif, si on peut le dire ainsi. Donc voilà pourquoi on peut parler d'un exécutif en Côte d'Ivoire au grand complet désormais, parce que Tiemoko Meïlie Koné, qui a été nommé donc vice-président par Alassane Ouattara mardi, a aussi prêté serment donc hier. Donc il est installé et dans le même temps, le Premier ministre reconduit Patrick Achi a présenté son nouveau gouvernement, donc un gouvernement resserré comme l'avait demandé Alassane Dramane Ouattara, ce qui fait qu'on est passé de 41 ministres, 41 membres, j'allais dire, dans l'ancien gouvernement, à 32 membres désormais. Donc avant, on avait 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Et dans ce nouveau gouvernement, tous les secrétariats d'État ont été supprimés et des ministères complets même ont été supprimés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un gouvernement de 32 ministres en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, OFASO a titré ce matin que le gouvernement Achi 2 en Côte d'Ivoire, un mammouth dégraissé pour un travail éléphantex. On peut le dire parce que l'éléphant... Peut-être le mammouth est devenu en tout cas petit. De 41 à 32, on peut dire que le mammouth a été dégraissé. Bon, cela s'inscrit, comme on l'a dit déjà sur ce plateau, dans une logique d'austérité du gouvernement ivoirien qui pense qu'il faut réorienter les ressources pour une résilience sociale et sécuritaire donc, en Côte d'Ivoire. Donc tout cela, ça vise à tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle. Je reprends ici les termes de Alassane Ouattara, donc, qui a demandé ce gouvernement resserré. On attendra de voir. Voilà. Et ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a certains ministres, par exemple, emblématiques, qui ont maintenu leur portefeuille. C'est le cas, par exemple, de la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et du frère cadet du président, donc Brahima Ouattara, qui reste en place au ministère de la Défense. D'accord. Et pour terminer, parlons football. On s'intéresse à la Fédération burkinabé de football. Une AG extraordinaire en mai. Oui, après, vous savez que les semaines passées, on a vu cette convocation d'une assemblée générale extraordinaire, donc de la Fédération burkinabé de football. Bon, quelques jours après, on a vu une autre note qui annulait cette convocation. Et hier, c'est le président Lazare Bansé qui signe une autre convocation, donc d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération burkinabé de football, prévue donc pour le samedi 28 mai prochain. Ça va se passer à Koudougou, donc à partir de 8 heures selon la note. Alors, l'ordre du jour, les 2 points, en tout cas majeurs de l'ordre du jour qu'on peut relever, c'est un peu la mise en place d'un comité exécutif uni, donc, et représentatif de tous les acteurs du football burkinabé, donc selon ce que dit la note de Lazare Bansé. Le deuxième point majeur de l'ordre du jour, c'est la mise en place d'un comité de relecture des textes de la Fédération burkinabé de football. Cela se comprend un peu, et j'allais dire, cela traduit un peu la crise actuelle que traverse le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, parce que c'est un comité de 21 membres et il y a près de la moitié qui se trouve être opposé donc au président Lazare Bansé, et cette moitié a même saisi la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, pour dénoncer la gestion de Lazare Bansé. Donc, Lazare Bansé estime qu'avec cette assemblée générale extraordinaire, on pourra donc régler tous ces problèmes. Déjà, mettre en place un comité exécutif qui va représenter un peu tous les acteurs du football national, et puis relire les textes, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les textes, puisque selon les textes actuels, c'est Lazare Bansé seulement qui est élu. Et c'est lui qui nomme tous les autres membres du comité technique. Donc, logiquement, s'il nomme tous les membres, bon, il devait être aussi capable de les enlever voilà, quand il veut, ou peut-être de les remplacer comme il veut. Et c'est ce que d'ailleurs Lazare Bansé fait. Et les autres trouvent que ce n'est pas normal, parce que quand on modifiait les textes, c'est vrai que c'est Lazare Bansé seulement qui est élu, mais on avait prévu des garde-fous dans les textes pour qu'il ne puisse pas avoir à lui seul tous les marges de manœuvre.
Voilà. Mais Lazare Bansé aujourd'hui n'entend pas cela de cette oreille. Donc on pense qu'aussi, il y a des problèmes au niveau des textes, il faut donc les relire. On attendra de voir ce que ça va donner. Est-ce que cette Assemblée générale ne sera pas attaquée après par les autres membres du comité exécutif? Parce que quand on écoute aussi ceux qui n'approuvent pas trop la gestion de Lazare Bansé, il s'est dit que Lazare Bansé n'a pas compétence à lui seul pour convoquer une Assemblée générale. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les décisions qui vont sortir de cette Assemblée générale ne seront pas encore attaquées en justice et annulées après? Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ce qui est certain, c'est que l'Assemblée générale prévue pour le 28 mai à Koudougou va se tenir un peu à 3 jours du premier match des étalons pour les éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Cap-Vert. Alors, il faut s'inquiéter parce que jusque-là, l'entraîneur titulaire n'est même pas encore connu. Alors que nous sommes à moins de 2 mois donc, du début des éliminatoires. On espère que voilà, cette guéguerre au sein de la Fédération burkinabé de football va prendre bientôt fin pour permettre vraiment au football national de s'épanouir et de progresser. Bien sûr. Merci à toi, Kambou. Merci et très bonne suite. Et nous poursuivons avec l'émission aujourd'hui. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons un jeune qui intervient dans l'entrepreneuriat. Nous en parlons tout à l'heure. Mais avant, jingle et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Haruna Ouedraogo. Il est responsable de l'entreprise ODG Design et coordonnateur donc, de l'association Jeunesse Active Diligente, AJAD en abrégé. Et il faut rappeler que cette association organise la soirée de gala des entrepreneurs. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec plaisir, c'était avec un réel plaisir pour moi d'être là ce matin. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez mis au point donc une entreprise dénommée ODG. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de cette entreprise? Oui, ODG Design, la marque des leaders. Voilà, une entreprise qui confectionne des tenues de sport, survêtements, sérigraphie, infographie. Voilà, je l'ai mis en place juste après l'obtention de mon bac. D'accord. Donc, vous obtenez le bac et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas décidé d'aller plus loin dans les études. Pourquoi? Oui, bon, je suis allé au moins à l'université en SEC en 2 ans. Bon, mais à l'université, quand tu arrives, quand tu n'es pas assez courageux, surtout à l'université de Ouaga, c'est pas simple dans une salle plus de 2000 élèves. Bon, tu te poses des questions. Donc, tout de suite, je me suis orienté vers ma passion qui est de l'entrepreneuriat. Et je mets toute mon énergie dans l'entrepreneuriat pour pouvoir développer et contribuer au développement de mon pays. Et l'entrepreneuriat, est-ce qu'au début, ça a été facile pour vous? Rien n'est facile dès le début. Et quand c'est facile, même, il faut avoir trop peur. Voilà, parce que dans toute chose, il faut accepter, commencer petit pour grandir. Donc, c'est avec cet état d'esprit que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais je vous assure que c'est pas simple. C'est pas simple, mais j'encourage la jeunesse à y adhérer, à faire face aux trucs, aux obstacles. Voilà, parce que c'est ce qui fait avancer également. C'est ce qui fait avancer. Maintenant, c'est vrai, vous avez pris la décision, après 2 ans en SEG à Lyon, donc d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais pourquoi le domaine du vêtement? Pourquoi vous êtes allé vers ce domaine? Vers ce domaine parce que en étant à l'école, je partais me faire former avec des grands frères, voilà, que je salue au passage. Voilà, c'est avec eux qui m'ont donné en fait cette passion de me lancer en fait dans ce domaine-là. Sinon, il y a plusieurs domaines, mais il faut rentrer dans un domaine où tu as appris des choses. Donc voilà pourquoi je me suis donné à fond dans ce milieu-là. Vous êtes donné à fond dans ce métier. Ouais. Et puis maintenant, on parle de votre association, l'AJAD, l'association Jeunesse Active Diligente. Est-ce que vous pouvez plus nous la présenter? Oui, association Jeunesse Active Diligente, AZAD. C'est une association qui est née pour promouvoir en fait l'entrepreneuriat, pour permettre à la jeunesse de s'épanouir autour de ce qu'elle fait. Donc, nous avons plusieurs activités. Voilà, dont l'activité en actualité, à l'heure actuelle,
c'est le gala des entrepreneurs. Le gala des entrepreneurs. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avec la complicité de la réalisation, nous allons marquer une petite pause et nous allons poursuivre l'entretien juste après. Quand il venait ici Nabaloum, on vous promet que vous allez déguster donc ce clip, hein, et juste à la fin donc de notre entretien avec Monsieur Ouedraogo, c'est promis, parce que c'est un clip intéressant qui cadre aussi avec ce qu'on dit Monsieur Ouedraogo, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et Nabaloum dit justement que dans l'entrepreneuriat on peut chuter mais on doit se relever et puis bien sûr atteindre le sommet, comme elle le dit dans ce clip. Alors, on parlait donc de l'association AJAD, oui, l'association Jeunesse Active Diligente. Et pour vous, c'est une association de jeunes. Est-ce qu'on retrouve justement au sein de cette association que des étudiants ou bien il y a ou que des entrepreneurs? Quels sont les profils des différents membres de cette association? Ok, à ce niveau, on ne trouve pas que des entrepreneurs. Il y a aussi des étudiants dans cette association. Mais je dirais la présidente, elle n'est pas ici au Burkina, elle est en Suisse. Donc elle va juste arriver bientôt pour ce gala. Et les autres membres également sont des entrepreneurs. Il y a d'autres qui sont des juristes, voilà, qui facilitent en fait dans le monde de l'administration. Il faut rappeler que vous êtes le coordonnateur donc, de cette association. Maintenant, on va parler de ce gala des entrepreneurs. C'est comme ça que la soirée est dénommée, oui. Gala des entrepreneurs. Présentez-nous l'activité. Ok, le gala des entrepreneurs, c'est une initiative de l'ASAT, une initiative qui vient pour valoriser en fait l'esprit créatif de la jeunesse. En plus de ça, nous avons pour objectif de partage d'expérience. En plus de ça également, nous avons pour objectif de contribuer à la détection des jeunes entrepreneurs innovants. Parce que nous savons au Burkina ici, il y a de l'innovation. Mais il y a certaines entreprises qui innovent, mais ils sont pas dans la lumière. Donc cette activité va contribuer à faire connaître ces entreprises-là. Donc à ces jeunes-là également qui font fort pour le rayonnement de notre pays, le Burkina Faso. Donc cette activité va mettre en lumière tous ces jeunes entrepreneurs-là. Et il faut noter également que ça ne sert pas pour des jeunes entrepreneurs, ça sert pour un cadre de partage et surtout de réseautage. Parce que c'est la partie la plus importante de la soirée. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert pas de décider d'entreprendre. Tu peux décider d'entreprendre, mais lorsque tu n'as pas un carnet d'adresses solide, tu peux passer à côté. Même quand tu as le bon produit, quand tu as l'expérience, quand tu as la stratégie, il faut avoir ce qu'on appelle un carnet d'adresses très très solide en entrepreneuriat. Donc cette soirée va réunir des entrepreneurs de domaines différents. Donc nous travaillons à toucher au maximum des domaines pour que celui qui va venir se sente à l'aise, qui trouve son mentor pour écouter quelques conseils, échanger des contacts qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Voilà. Pour vous, le carnet d'adresse est important, mais quelque part, est-ce que quand on n'a pas aussi les moyens financiers, quand on n'a pas l'argent, est-ce qu'on peut entreprendre? Ça dépend de quel domaine vous choisissez. Voilà, il y a des gens qui peuvent dire qu'on peut commencer l'entrepreneuriat à 0 francs. Je ne dis pas non, je les soutiens. Ça dépend de comment tu décides d'entreprendre. Si aujourd'hui tu as un téléphone qui coûte au moins 70 000 francs, voilà, tu peux te permettre de mettre des mégas pour regarder les statuts des gens, suivre l'actualité de tout ce qui se passe, déjà tu peux entreprendre. Voilà, parce que au début, moi-même au début, qu'est-ce que je faisais? Je peux dire que j'ai commencé également à 0 francs dans le sens du terme. Oui. Voilà, et je connaissais mes grands frères qui étaient dans le domaine. Je partais à, il faut confectionner ça pour moi, je prends, je publie et les gens commandent. Donc à partir de là, c'est petit à petit, voilà. Un jour, je me suis dit, je vais créer ma propre structure et c'est parti de là. Donc on n'a pas forcément besoin autant de moyens pour se lancer en entrepreneuriat. Il suffit d'avoir la volonté, la passion, la détermination et vous faites votre chemin. Vous faites votre chemin. Maintenant, on revient toujours au gala des entrepreneurs. Quel est le programme que vous avez réservé pour la soirée? Au programme, nous avons le partage d'expérience. Nous aurons à la découverte des entrepreneurs innovants. Nous aurons le réseautage. Nous aurons défilé de mode. Nous aurons prestations artistiques. Mais il faut noter que dans la journée, nous aurons une conférence
sur le leadership en entrepreneuriat. Voilà. Une conférence qui sera animée par la présidente de l'association, Madame Agathe Roth, est venue directement de la Suisse pour l'activité. une soirée des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des invités qui seront les participants à cette soirée? Les participants, hein. Actuellement, nous avons des partenaires. Nous aurons également des sponsors qui vont s'annoncer bientôt parce que l'activité, c'est le 21 mai. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à un mois, jour pour jour de l'événement. Donc, il y a certains sponsors qui n'ont pas encore décidé. Voilà, et à noter que cette activité est dédiée à tous ceux qui entreprennent ou qui ont envie d'entreprendre. Voilà, donc il n'y a pas que vous êtes grand entrepreneur, ce n'est pas votre coin, vous êtes petit entrepreneur, ce n'est pas votre lieu. Non, tout le monde, tant que tu entreprends ou tu as décidé d'entreprendre, tu peux venir à cette soirée et te faire une carnet d'adresses très très solide pour pouvoir avancer dans ce que tu fais. Et quelles sont les conditions maintenant pour avoir accès à ce gala des entrepreneurs? Ok, les conditions, elle est simple. La participation, elle fait 25 000 francs. Voilà, et lorsque vous rentrez en position de votre ticket, voilà, vous pouvez participer à cette soirée. Et l'activité se passe où? Vous avez dit déjà que c'est le 21 mai. Le 21 mai, à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la salle des fêtes de Ouaga 2000, c'est juste... Attention, attention à ne pas citer les noms des hôtels, mais je pense que pour la salle, la salle des banquets, beaucoup connaissent. Oui, c'est juste en fait là-bas, mais derrière en fait la salle des banquets. Derrière la salle des banquets. Ouais. Ça marche. Oui. Maintenant, dites-nous quelles sont vos attentes de cette activité. Nos attentes à cette activité est que après cette activité, il y a certains jeunes qui ont peur d'entreprendre. Ils ont peur d'entreprendre parce qu'ils pensent qu'ils vont échouer. Il y a des gens qui vont venir partager leurs expériences pour permettre à ces personnes-là de savoir que si telle personne a pu relever ces défis, pourquoi pas moi? Est-ce que vous voyez? Ça va susciter l'envie réellement d'entreprendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour que, après cette activité, pour que les jeunes entrepreneurs puissent savoir que il y a la possibilité d'approcher les vedettes de l'entrepreneuriat, comme j'aime le dire. Voilà, parce qu'il y a des entrepreneurs qui seront là. Pour les voir, c'est très compliqué. Pour les voir comme ça, c'est très compliqué. Sauf à ces genres d'événements qu'ils viennent pour que nous, on puisse profiter, apprendre d'eux. Donc, après cette activité, les jeunes auront cette mentalité de savoir qu'il est possible pour nous jeunes de faire une telle activité et faire venir des vedettes de l'entrepreneuriat burkinabé. Des vedettes de l'entrepreneuriat. Merci bien. Nous tendons vers la fin de notre entretien. On va vous permettre encore de rappeler les lieux et dates et surtout de lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui souhaitent participer à ce gala. Ok. Le gala des entrepreneurs se passe le 21 mai à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Tu es jeune, tu entreprends, vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat. Cette soirée est dédiée spécialement pour vous. Venez vous faire des nouvelles connaissances parce qu'on ne cesse d'apprendre. Quel qu'en soit votre niveau, vous avez toujours besoin d'apprendre. Donc, c'est l'occasion pour tout jeune, tout entrepreneur de venir à cette soirée pour se faire une nouvelle carnet d'adresse, un nouveau carnet d'adresse plutôt. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Harouna Ouedraogo. Il est le responsable de l'entreprise ODG et puis bien sûr coordonnateur de l'association AJAD, l'association Jeunesse Active Diligente. Et c'est cette association qui organise la soirée gala des entrepreneurs qui va se passer le 21 mai prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Nous poursuivons avec l'émission du jour et cette fois-ci, nous recevons un invité surprise pour vous. Nous sommes avec une personne de la maison. Il s'agit notamment du directeur marketing et commercial qui est sur ce plateau avec nous, de retour de sa mission donc au niveau d'Abidjan avec d'autres collègues. Il est là sur ce plateau pour nous faire le point. Bonjour à vous, monsieur Emmanuel Abissi. Bonjour, madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bonjour le Faso et de Savane TV. Vous êtes bien arrivé. Est-ce que ça s'est passé... Déjà, est-ce que vous êtes bien arrivé au Burkina?
Par la grâce de Dieu, nous sommes bien arrivés. On était parti avec une délégation de 4 personnes. Monsieur Barry Yacouba, qui est le président de la délégation, et Monsieur Ahmed Nabalma, Madame Solange Sawadogo et moi-même Emmanuel Abissi. Oui. Voilà. Et l'avion a atterri à quelle heure hier? L'avion a atterri autour de 14 heures. Hier. Voilà. Mais je voudrais préciser que M. Barry est resté pour pouvoir continuer les démarches par rapport au projet que nous avons là-bas. Alors, dites-nous dans quel cadre êtes-vous allé en Côte d'Ivoire? Alors, nous sommes allés en Côte d'Ivoire dans le cadre du festival Abidjan-Pakinou. Voilà, Abidjan-Pakinou qui a été organisé par une structure ivoirienne. Et le Burkina Faso était pays invité. Voilà, était pays invité. Du coup, je pense que c'est monsieur l'ambassadeur du Burkina auprès de la République de Côte d'Ivoire qui a suggéré qu'il serait intéressant qu'il y ait un média burkinabé qui vienne couvrir, voilà, vu que le Burkina Faso était un pays invité d'honneur. Donc peut-être après recherche, ils ont vu que c'est Savane Média qui était quand même le média approprié compte tenu de notre couverture et de la position que Savane occupe. Donc du coup, ils nous ont fait appel. Et la direction générale a accepté. Et voilà, nous sommes partis pour courir. Et puis en même temps, vu que nous avons déjà quand même un pied à terre là-bas, pour pouvoir rencontrer nos partenaires. Et puis voilà. Rencontrer les partenaires, on verra si tout à l'heure on pourra voir les images justement de la délégation. Je sais que vous avez rencontré aussi des autorités au niveau donc d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pour votre séjour, qu'est-ce que vous avez pu faire? C'est vrai que vous avez participé au festival, mais déjà il y avait un stand de Savane Média. Effectivement, et raison de ma présence, voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas aller dans un pays sans rencontrer nos autorités, surtout. Voilà. Nous avons un ambassadeur qui est là-bas, en la personne de M. Mamadou Zongo. Voilà, nous avons un consul général, en la personne de M. Benjamin Nana. Voilà, nous sommes allés leur rendre visite pour déjà leur signaler notre présence sur la terre ivoirienne et puis échanger aussi par rapport à l'activité pour laquelle Savane Média, ou du moins pour laquelle le Burkina a été choisi comme pays invité. Voilà. Donc vous avez rencontré les autorités, mais le festival déjà, quelle a été la participation aussi de Savane Média concrètement? Alors, le Burkina Faso étant un pays invité d'honneur, nous avons sur le site du festival une délégation burkinabé, voilà, qui a pris des stands pour exposer les produits et savoir-faire burkinabé. Nous avons vu des danses traditionnelles burkinabé, nous avons vu des produits articles burkinabé, et c'était quand même un brassage. Savane Média était présent aussi pour parler du groupe Savane Média, pour parler en fait de la vision des responsables et des premiers responsables, des fondateurs du groupe, en la personne de El Hadj Boubacar Zida Naba et de M. Chalmay Abissi, la vision qu'ils ont pour la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une forte, n'est-ce pas, diaspora là-bas qui est intéressée et qui suit Savane. Donc nous sommes déjà allés les rencontrer pour les remercier pour leur fidélité et leur dire que nous sommes là pour eux et que nous avons de grands projets pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Alors, on va revenir sur les images. On sait que vous avez rencontré des autorités, vous avez été bien logés, vous avez bien mangé. Vous nous avez ramené certainement de l'atchéké de l'avocat. Bon. Et puis, bien sûr, vous avez été aussi bien accueillis par notre correspondant là-bas, Boukari Zongo. Et effectivement, M. Boukari Zongo nous a bien reçus. Vous avez participé à des émissions, non? On a participé à des émissions et M. Boukari anime sur une radio là-bas, City FM. Voilà, il nous a reçus et puis on a parlé quand même de notre présence sur le festival et en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, il fait un travail formidable, M. Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi rencontré des opérateurs économiques burkinabés qui vivent là-bas depuis une trentaine d'années. Nous avons échangé avec eux par rapport au projet que nous avons, voilà, pour la diaspora. Et vraiment, nous sommes satisfaits parce qu'ils adhèrent complètement à ce projet. Alors, on ne va pas dire forcément, concrètement, les projets, c'est quoi, mais on va quand même aller aussi dans ce sens. Parce que l'objectif aussi, c'était quand même de tisser des relations pour envisager des partenariats, pour
certainement des réalisations d'émissions. Oui, Est-ce que vous êtes avancé à ce niveau? On est vraiment avancé. Voilà, non seulement des réalisations d'émissions, mais aussi quand même, nous avons ces opérateurs économiques burkinabés là qui ont comment je dis, de grandes entreprises là, voilà, qui sont des opérateurs économiques très importants dans ce pays. Donc, il est important aussi qu'on les fasse connaître dans leur pays et qu'on les amène à faire des choses dans leur pays. Et si nous leur assurons quand même cette visibilité, je pense que ce serait facile pour eux de prendre le courage et puis d'investir vraiment de façon réelle dans leur pays. C'est dans ce sens-là que nous avons échangé par rapport aux différents partenariats que la direction de Savane Média est sur le point de leur envoyer. Voilà, des émissions donc, des émissions types, des émissions ciblées par rapport à la diaspora pour pouvoir les rendre visibles aussi, n'est-ce pas, comment dire, au Burkina, n'est-ce pas? Mais de la même façon, puisqu'il y a une forte diaspora là-bas, nos partenaires ici les permettent quand même aussi d'intervenir. Donc, pour qu'il y ait une interaction entre les Burkinabés vivant au Burkina et les Burkinabés vivant hors du Burkina, notamment en Côte d'Ivoire. Oui. En tout cas, on va dire que c'était une mission réussie alors. Pleinement réussi par la grâce de Dieu, vraiment très satisfait. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs sur nos stands. Nous sommes montés sur le podium pour présenter le groupe Savane Média, pour signaler notre présence. Les gens ont apprécié. C'était comme si c'était nouveau. Pourtant, ils connaissaient. Mais c'était très important d'être en contact avec ces auditeurs et ces téléspectateurs de Savane. D'accord. Merci bien. Merci, Abzeta. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais remercier déjà nos autorités là-bas, tout à fait normal, monsieur l'ambassadeur du Burkina auprès de la Côte d'Ivoire et le consul général. Je voudrais aussi remercier monsieur Zongo, vraiment pour le travail qu'il est là-bas, parce qu'il a bien préparé, balisé le terrain, et c'est pour ça que les choses sont passées aussi facilement pour nous. Je veux remercier monsieur Hugues Kwasi, qui est le promoteur du festival Abidjan et Pakinou, et toute son équipe pour le choix porté sur le Burkina Faso. Abidjan Pakinou, c'est un festival en fait. C'est un festival qui était à sa 5e édition. Ok. Et voilà, l'innovation d'inviter un pays, enfin, le fait d'inviter un pays était une innovation, et ce choix a été porté en premier lieu sur le Burkina Faso. Voilà, donc je me dis quand même que c'est un signe quand même qu'il y a quand même une relation fraternelle entre ces deux pays-là. D'accord. Voilà. Et Pakinou, c'est en relation avec Pâques. En relation avec Pâques, exact. Merci d'être passé. Merci de me recevoir sur ton plateau comme invité surprise. Oui. Merci à vous d'avoir eu la patience de m'écouter. Et aujourd'hui, c'est jeudi, vous avez rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Nous parlons aujourd'hui de fake news ou fausses informations, un sujet qui est d'actualité. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons messieurs Aimé Guesrima Ouedraogo. Il faut rappeler qu'il est du service de communication de la BCLCC. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikema et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être à nouveau sur notre plateau. On parle de publication et partage de fake news. Monsieur Ouedraogo, pour commencer, dites-nous ce que c'est qu'une fake news. Alors, merci pour cette question. Alors, nous allons définir mot par mot. Alors, entendez seulement par fake, trucage, et imitation, contrefaçon. Et maintenant, new, qui veut dire nouvelle information. Donc, on peut dire tout simplement qu'une fake news est une fausse information. Voilà. D'accord. Une fake news, c'est une fausse information. Mais et quel est en général le but d'une fake news? Alors, le but d'une fake news, c'est de manipuler, c'est de tromper, et en tout cas l'opinion publique, voilà, ou peut-être influencer même, en tout cas, l'opinion des internautes. D'accord. Et très souvent, comment justement les auteurs des fake news relaient les informations? Alors, très souvent, ils reçoivent les informations au même titre que les autres, ils décident de relayer. Alors, mais il est à noter que la publication d'une information doit obéir impérativement à un code de bonne conduite pour les internautes et à la déontologie pour les professionnels. Alors, donc, lorsque vous recevez une information, vous devez quand même vous poser autant de questions avant de partager cette information ou avant de relayer cette information, en tout cas pour rendre en tout cas cette information publique. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser certainement à des exemples. On sait qu'au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, vous avez des exemples à partager avec nous. Et puis, on a l'actualité qui est juste à côté.
Voilà, il y a assez d'exemples, hein. On va demander à la régie de revenir sur l'image là. Oui. Alors, cette vidéo, hein, c'est une vidéo qui a circulé sur la toile et c'était le 11 janvier dernier où, en tout cas, il était question, hein, du saccage du siège de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. En réalité, la vidéo a été publiée d'abord par un média angolais, alors où il était question, en tout cas, d'un mouvement ou une manifestation de mécontentement, voilà, qui a abouti au saccage du siège d'un parti politique angolais. Et cette vidéo a été reprise par un individu et laissant entendre en tout cas que c'est le siège de l'ambassade du Burkina Faso au Mali qui est en train d'être saccagé. Le même jour, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a fait une mise au point, en tout cas pour attirer l'attention des internautes et demander aux internautes de se démarquer en tout cas de ce type de publication, Oui. parce que ces fausses informations contribuent à la désinformation tout en créant la psychose au sein de la population. Et il est à noter que ce type de publication, hein, met en mal en tout cas la relation d'amitié qui existe entre le Burkina Faso et le Mali, et cela même peut peut-être jouer sur la cohésion sociale de façon générale. On se rappelle bien, hein, de cette vidéo. C'est vrai qu'on avait un drapeau qui ressemblait un peu au drapeau donc burkinabé et ça a vraiment tourné. C'est dommage. Heureusement que vous vous êtes saisi de l'affaire. Alors, avec la complicité de Mariette, qui est la réalisatrice, on va voir les images euh, une par une et puis on va voir comment ça. Il s'agissait aussi d'une vidéo. Voilà, il s'agissait d'une vidéo qui a circulé sur la toile. Alors, il était question, hein, Est-ce qu'on peut revenir on va revenir, oui, à l'image, voilà, voilà, pour que cette monsieur vidéo explique. a circulé sur la toile. Alors, donc, ils ont fait croire, en tout cas, que c'était des colonnes de terroristes en direction du Burkina Faso. Et donc, ça a suscité quand même d'émotions au sein de la population. Or, pourtant, la vidéo a été tournée sur le territoire malien. Et le 10 avril 2021, c'était lors d'une démonstration de force des groupes armés qui venaient de signer, en tout cas, et qui venaient de sceller un accord de fusion. Donc cette vidéo a été reprise. Ils ont fait croire, en tout cas, aux internautes qu'il y avait des colonnes, en tout cas, de terroristes en direction, en tout cas, sur le Burkina Faso. Une fake news, une fausse news, information. une fausse Là, on est information. vraiment dans des exemples de fausses informations. On peut passer à l'image suivante parce que vous avez parlé aussi de ce cas de l'ambassade, enfin, de la vidéo où on disait que c'était l'ambassade donc du Burkina de l'autre côté. On peut passer à l'image suivante. Voilà, il s'agit de... Voilà, c'est cette vidéo également qui a circulé sur la toile. Alors donc, faisant en tout cas état en tout cas du saccage de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Alors je disais tantôt que en tout cas la vidéo était sortie de son contexte. La vidéo a été publiée en tout cas par un média angolais où il était question en tout cas d'une manifestation de colère des Angolais qui aboutit au saccage du siège d'un parti politique en Angola. Cette vidéo a été reprise, en tout cas faisant croire que c'est l'ambassade du Burkina Faso au Mali qui a été saccagée. Alors je disais tantôt que ce type de publication met en mal en tout cas la relation d'amitié qui existe entre le Burkina Faso et le Mali. Et également ça joue sur la cohésion sociale. Heureusement que la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité s'en est saisie du dossier et a fait une mise au point rapidement, en tout cas pour permettre en tout cas aux internautes d'avoir l'information juste, l'information saine et l'information équilibrée. D'accord. Vous avez bien vu, c'est écrit en rouge, fake news, c'est une fausse information. On passe à l'image suivante. L'image suivante. Alors, cette personne a été interpellée. Hein. Voilà, c'est cette personne qui a publié pour la première fois cette vidéo. Alors, faisant état en tout cas du siège, hein, la fake news qui faisait état en tout cas d'un saccage du siège de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Et la personne a été interpellée, la personne a été déférée en tout cas au parquet pour répondre de ses actes. Alors donc lors de l'audition, hein, il reconnaît les faits et dit que lui il a reçu en tout cas la vidéo avec un de ses amis. Lui il était au grain, il a reçu la vidéo et il a jugé qu'il était opportun en tout cas de partager cette vidéo, en tout cas pour que les internautes en tout cas puissent avoir une idée de ce qui se passe au Mali. Alors pourtant c'était une fake news et voilà. La personne a été interpellée et la personne va subir en tout cas le coup de la loi.
le coût de la loi. Nous en parlerons tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. On passe. Bon, là, c'est bon à savoir. Ça, c'est pour l'article. On va revenir tout à l'heure à ce que Oui, la mais loi dit. le cas le plus récent Oui, avec le cas le plus récent. le cas le plus récent avec la pénurie, en tout cas, de carburant. Vous voyez que bien avant le 15 avril, hein, le ministère en charge du commerce, en tout cas, avait fourni un communiqué où il était question, en tout cas, d'une disponibilité en termes de produits pétroliers. Malgré tout ça, la fake news est passée. Les gens, on a assisté à une queue, en tout cas au niveau des stations-service. Les gens ont fait le plein des motos, les gens ont fait le plein des véhicules et même le plein des bidons. Hein. Vous voyez la psychose que ça a créé. Voilà, peut-être c'est des actions isolées, hein, des individus. Voilà, mais je crois que cela ne doit pas saper, en tout cas, les efforts déjà faits par le gouvernement. Maintenant, Monsieur Ouedraogo, quand on parle de fake news, comment nous, internautes, on reconnaît une fake news? Comment on peut reconnaître la fausse information? Alors, je veux donner quelques indices, hein, parce que c'est très difficile pour un Internet généralement, hein, de détecter une fake news. Hein. Mais déjà, le titre est accrocheur. Quand vous lisez, le titre est frappant. Voilà, le titre déjà vous emballe. Alors faites beaucoup attention. Lorsque vous voyez un tel titre comme ça, lisez l'intégralité, en tout cas, de l'article. Très souvent, hein, c'est décousu. Vous allez voir que le titre n'a rien à voir avec le contenu de l'article. Ça pose un problème. Alors très souvent, quand vous lisez, vous voyez que en fait, il n'y a pas de source. Vous vous demandez c'est quel média qui a publié ça. Ça pose problème. Donc vérifiez toujours la source. Hein. C'est très important de vérifier toujours la source. Parce que d'abord, le titre est accrocheur, lisez l'intégralité en tout cas de l'article et regardez la source. Est-ce que en tout cas cette publication émane en tout cas d'un média fiable et reconnu? Si oui, vous pouvez peut-être décider de partager ou ne pas partager cette information. Mais il est à reconnaître qu'aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste sur la toile. Moi je pense que laissons les journalistes faire leur travail. Voilà, eux ils ont le monopole en tout cas de la production de l'information. Merci de nous défendre. Voilà, la production de l'information. Laissons les journalistes faire leur travail. Alors, lorsque je reçois une information, je peux lire l'information. Ben, si peut-être je trouve que c'est nécessaire, hein, je dois me poser autant de questions avant de publier. Ce que je dis plutôt que la publication d'une information, hein, doit obéir impérativement à un code de bonne conduite, hein, pour les internautes et à la déontologie, en tout cas pour les professionnels. Donc, faisons beaucoup attention pour ne pas peut-être publier ou partager en tout cas les fausses informations sur la toile. Vous avez parlé, vous avez dit tantôt qu'il faut se poser un certain nombre de questions lorsque vous recevez une information avant de décider de la partager. Quelles questions? Alors, on va visionner ensemble la dernière image, hein, c'est avec, en complicité avec la régie. On va visionner, non pas cette image. On part pour la suite? Voilà, donc on va visionner ensemble. Hein, continuez s'il vous plaît au niveau de la régie. Ah oui, bon, quelques difficultés, on va vous permettre de nous expliquer tout voilà, simplement. donc, il s'agit de ça? Je disais, comment éviter de propager, hein, une fausse information. Alors, lorsque je reçois une information, il y a deux options qui se présentent à moi. La première option, c'est que je dois me poser la question, est-ce que l'information vient d'un média crédible et fiable, d'un média reconnu? Voilà. Et si la source est connue, et que la source est fiable, je procède à une vérification, hein, pour voir est-ce que l'information a été relayée par quelques médias de la place. Si oui, je publie avec la source. Je prends un exemple. Alors, lorsque je prends l'information, hein, sur la page Facebook de Savane TV, alors je mène mes petits, je sais que Savane TV est un média en tout cas reconnu et fiable. Je décide maintenant de publier cette information. Je dois publier avec la source Savane TV. Alors, lorsqu'il y a un problème, voilà, je dirais tout simplement que, en tout cas, c'est Savane TV qui était, en tout cas, le premier média à publier. Mais il est à reconnaître que de plus en plus, hein, les gens sont à la recherche de la primeur de l'information. Ça fait que, et souvent, peut-être, je ne sais pas, le traitement de l'information, ça prend du temps. Et les gens se laissent aller, publient. Après, maintenant, on essaie de recouper, hein, pour traiter l'information. Alors, vous savez que quand c'est rendu public, hein, c'est fini. On ne peut plus rattraper. La deuxième option, c'est que je ne connais pas, hein, ou je doute, hein, de la source. Alors, je fais également des petites recherches. Hein. Si je ne trouve rien,
Alors, ou si la source est douteuse, hein, je décide tout simplement de ne pas publier. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, on doit vérifier si on a la certitude, on publie et puis on publie avec la source. Quand on n'a pas d'information ou quand on doute ou quand c'est pas crédible, on s'abstient. On s'abstient. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Alors, quelles sont peut-être aussi les conséquences pour une personne qui publie ou qui partage une fake news ou une fausse information? Ouais, la loi, en tout cas la loi 044 portant code pénal hein, est claire là-dessus. Hein. On va revenir sur la loi pour permettre aux téléspectateurs de suivre en même temps que nous. Et c'est la loi 044-2019 bar AN portant code pénal. Hein. L'article 312-13 hein, stipule que est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans. À 5 ans, je précise 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million de francs CFA à 10 millions de francs CFA quiconque intentionnellement communique, partage, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication, quel qu'en soit le support, une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction, une dégradation, une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes hein, a été commise ou va être commise. La fausse information est toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse. Alors, il est à retenir tout simplement hein, qu'il y a des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Alors, ça va de 1 an à 5 ans pour la peine d'emprisonnement et de 1 million de francs CFA à 10 millions de francs CFA pour ceux qui s'adonnent en tout cas à la publication hein, de ces fausses informations sur la toile. La publication. Maintenant, bon, pour ceux qui partagent, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Alors, vous aviez lu en tout cas l'article 312-13 hein, avec moi. Hein, celui qui partage, celui qui publie, qui partage, celui qui like, celui qui commente en tout cas dans le sens de soutenir ce qui est dit. Hein, alors, eux tous, ils peuvent être poursuivables. Bon, c'est bon à savoir. Mais dans le cas où vraiment pour certaines fake news ou fausses informations, on se retrouve avec plusieurs personnes qui ont partagé. Ouais, parce qu'on peut se retrouver comme ça et souvent on voit des publications qui sont partagées à des milliers de personnes. Oui, en fait, la particularité des réseaux sociaux, c'est l'audience surtout. Vous voyez, quand moi, peut-être, je suis connu, je publie une information, peut-être on peut se retrouver avec 200, 300 partages. Hein. Oui. Mais de toutes les manières, on peut reconstituer les faits voilà, et procéder à des interpellations. Hein. Voilà. Donc, je pense hein, ça laisse à l'appréciation du juge. Ce qui est sûr, celui qui like, celui qui commande dans le sens de soutenir, ce qui est dit, celui qui partage, hein, sont tous poursuivables. Donc, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Et vérifier si l'information est fiable avant de Vérifier surtout partager. l'information avant de la partager. Voilà. Alors, Monsieur Ouedraogo, on parlait tantôt d'exemples. Vous, on sait qu'au sein de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, vous recevez aussi des plaintes, vous vous intéressez à ces cas de fake news. Vous avez pris l'exemple tantôt de ce monsieur qui a partagé la vidéo, qui disait que l'ambassade du Burkina au Mali a été attaquée et tout. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi de personnes d'interpellation que vous avez eu à faire? Oui, il y a d'autres interpellations. C'est vrai qu'on n'a pas ces images ici, mais Oui. il y a eu d'autres interpellations hein, par rapport à plusieurs situations. Voilà, souvent même, ça porte atteinte hein, à l'image d'une personne. Hein. Voilà, je disais tantôt, hein, les fake news hein, peuvent être sous forme d'articles, hein, un récit d'un événement historique, ça peut être sous forme d'image, ça peut être sous forme de vidéo. Alors, lorsque, en tout cas, la fake news est fabriquée dans le sens de tenir l'image d'une personne Oui. ou la réputation d'une personne, ça pose problème. On a reçu des cas comme ça au sein de la BCLCC et on procède à des interpellations, on fait des auditions et en tout cas, s'il y a lieu, on défère au niveau du parquet pour que ces personnes-là puissent aller répondre en tout cas de leurs actes. Maintenant, que faire justement lorsque vous recevez une information et vous savez qu'il s'agit d'une fake news? Peut-être que vous avez l'information vraie et pour vous, tout de suite, vous dites que la manière dont l'information a été relatée ou bien ce qui a été dit par la personne, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites?
Oui, vous pouvez signaler, hein, si vous êtes un internaute, hein, vous pouvez signaler, vous pouvez déjà signaler commentaire. la publication en commentaire. D'accord. Voilà, ou signaler même à la plateforme Facebook, hein, pour qu'ils puissent prendre en tout cas des dispositions, peut-être pour supprimer ou peut-être bloquer la personne qui a publié cette fausse information, hein, pendant un bout de temps. Ça peut aller d'un mois, voire plus. Hein. Voilà, vous voyez, de temps en temps, les gens disent qu'on m'a bloqué, Oui. voilà, pendant 28 jours, pendant peut-être un mois. Voilà, c'est pour dire que peut-être ils ont eu à faire des publications alors qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre des standards ou la politique de confidentialité de Facebook, et automatiquement Facebook le bloque pendant un bout de temps. Alors pour un internaute, vous devez signaler. Vous devez signaler pour que, en tout cas, l'information, parce que la circulation de l'information est rapide sur les réseaux sociaux. Il suffit seulement qu'une personne publie et puis bon, en un temps record, c'est parti pour les partages. Et surtout, nous, on aime partager. Et très souvent, il faudra qu'on fasse beaucoup attention. Alors nous, on sensibilise, mais il faut l'éducation au numérique. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à payer un portable, plus précisément Android, je prends un forfait en termes de gigas ou en termes de mégas, voilà. Et je crée mon compte Facebook sans même lire la politique de confidentialité de Facebook. Je commence à publier au hasard ce que je veux. Ben, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faudra qu'on arrive à faire la part des choses. Il faut réglementer, voilà. il faut voir les choses. Notre temps tire vers sa fin. On va finir par les conseils et puis bien sûr les contacts de la BCLCC. Alors, on va dire tout simplement aux internets de faire beaucoup attention lorsque vous recevez en tout cas des informations sur les réseaux sociaux. Vérifiez toujours en tout cas la source de l'information. Vous n'êtes pas obligé de publier. Vous n'êtes pas obligé de partager. Vous pouvez tout simplement lire et continuer votre chemin. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais si, en tout cas, il vous arrive de publier, vérifiez, faites des vérifications minutieuses, voilà, avant de publier. Mais on encourage toujours à publier avec les sources. Pour ce qui concerne les médias, je crois que le Conseil supérieur de la communication sanctionne de temps en temps, voilà, lorsqu'il y a des dérives comme ça. Mais pour les internautes, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité interpelle. Voilà, donc faites beaucoup attention parce que plusieurs personnes sont victimes, en tout cas, de ces cas-là et c'est pas bien. Et le cas extrême, souvent, avec ces fake news, on entend des gens publier des informations sur des décès. Oui, très souvent. C'est grave, quoi. Je crois qu'il y a une diva de la musique. Oui, Aïcha Koné, malheureusement, il y a quelque temps, elle était de passage, en tout cas, au Burkina, où elle s'est confiée à une presse en disant que elle était au salon, elle prenait son café. Tout simplement, en temps, elle voit que les gens ont commencé à mettre RIP. Voilà, la diva est décédée. Vous voyez, mine de rien, ça allait créer une autre situation. C'est vraiment dommage. Vraiment, ceux qui se jouent, les journalistes là, on va leur demander de faire pardon. Bien. Voilà, vraiment, chacun n'a qu'à faire son travail. Merci. On va afficher rapidement, bien sûr, les contacts de la BCLCC. Notre temps est terminé, M. Ouedraogo. Voilà, donc la BCLCC est située dans le quartier Bibalgo, en face de la porte numéro 11 du stade municipal, sur l'immeuble Aziz Compaoré. Alors, le numéro, c'est le 25 39 58 42. Également, nous avons notre page Facebook. Au niveau de la barre de recherche, dans votre profil, au niveau de la barre de recherche, tapez tout simplement @BCLCC et vous êtes sur la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Pour avoir l'information juste, l'information saine et l'information équilibrée. Merci. Je termine, Madame Nikema, avec le slogan de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Votre sécurité numérique, notre mission. Merci à vous. On se dit au revoir. Merci bien. Au revoir à jeudi prochain. Et puis nous disons au revoir également aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Sachez que cette émission, c'est le miroir du Faso quotidien. Cuisse.